Bonjour et bienvenue sur FNOcast, le podcast de la FNO sur les journées de prévention. Bonjour à tous, bienvenue Maude Claire Bonnaimé. Bonjour Maude. Bonjour Elodie. Alors Maude, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui sur FNOcast ? Du TDAH, parce qu'il y a une journée nationale le 12 juin sur le TDAH. Donc Maude, tu es orthophoniste, mais tu vas nous en dire un peu plus. Je suis orthophoniste en libéral, dans la Drôme, dans un petit village, en milieu rural, au sein d'une maison de santé. Et je travaille uniquement avec des patients qui ont des troubles du neurodéveloppement et surdité. Voilà. J'ai une activité de formation aussi, parallèle du libéral. Ok. Alors, donc aujourd'hui, tu viens nous parler du TDAH. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ? Oui, c'est un trouble, un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on voit que ça interfère vraiment avec le mode de fonctionnement ou le développement de l'enfant. Et ça peut se manifester de différentes façons en fonction du profil du patient. Donc, par exemple, un enfant qui est inattentif, c'est vraiment de la distractibilité, un manque de persévérance, une difficulté à s'organiser, par exemple. L'hyperactivité, c'est davantage une activité motrice qui est excessive et puis qui a vraiment la bougeotte, par exemple. Et puis l'impulsivité, c'est des actions précipitées où il n'y a pas de réflexion, on réagit dans l'instant, sans réfléchir en fait aux conséquences. Vrai besoin de récompense immédiate chez l'impulsif. Les impulsifs ont un besoin de récompense immédiate et ils ont du mal à différer les gratifications. Donc ils vont parfois imposer leur présence ou prendre des décisions sans finalement considérer les conséquences qu'il peut y avoir à long terme. Et donc, il y a plusieurs types de TDA et TDAH ? Oui, il y a plusieurs types de présentations. En fait, il peut y avoir des présentations avec une dominante inattentive, une dominante hyperactive, et puis des profils mixtes où on va avoir à la fois de l'inattention et de l'hyperactivité-impulsivité. Est-ce que cette pathologie a des conséquences sur le langage, la communication, les apprentissages ? Oui, c'est une bonne question. En fait, le TDAH appartient à la catégorie des troubles neurodéveloppementaux dans DSM-5 et il a aussi été montré que ça pouvait impacter de façon modérée en fait le langage, mais aussi la motricité, le développement social. Et au niveau purement langagier, on peut avoir vraiment un impact au niveau même de la communication sociale ou du développement langagier plus global sur des capacités discursives, narratives, lexicales aussi, qui est vu que ça ralentit le développement au niveau langagier. Alors, Maude, est-ce que tu peux partager un petit peu tes axes de rééducation ? Tu commences par quoi ? Parce que finalement, on a vu qu'il y avait quand même un champ assez large, que ça touchait quand même pas mal de domaines. On peut paniquer en tant qu'ortho si on n'a pas vraiment l'habitude et se dire « Oh, mais par quoi je commence ?» Oui, tout à fait. En fait, pour moi, les objectifs que l'on doit avoir sont très orthophoniques, donc basés sur du langage oral, sur du langage écrit, mais pour que ça fasse sens pour la famille, pour le patient aussi, et puis qu'on soit dans une bonne justesse dans les objectifs thérapeutiques, je pense que c'est important d'intégrer les particularités symptomatiques des patients qui ont un TDAH et d'être sur une approche qu'on appelle intégrative, c'est-à-dire ne pas se battre contre les symptômes de l'inattention ou de l'hyperactivité, et surtout ne pas générer du coup un sentiment de frustration ou se sentir empêché dans notre travail. Mais c'est plutôt l'idée de faire avec l'ensemble du profil du patient et de composer des objectifs en prenant en compte justement cette globalité. Finalement, tu travailles un peu avec cette particularité. T'essayes pas de la combattre, tu fais avec. Oui, souvent en formation, je prends cette image de on va prendre le patient un peu sous le bras et vraiment entier. En fait, il ne s'agit pas de lutter contre le trouble de l'attention, mais vraiment composer avec. Alors, Maude, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment tu te sens ? Quelle est ta place d'orthophoniste dans la vie de ton patient ? Moi, je pense que l'idée, c'est de lui faire prendre conscience de ses difficultés, de lui montrer comment il peut apprendre à faire avec, parce que je pense que l'objectif final, c'est quand même d'aller vers l'autonomie du patient dans sa vie globale, de trouver avec lui des situations qui lui permettent de compenser et comment.
d'apprendre où sont ses limites. C'est vraiment ce qu'on va faire, par exemple, avec la métacognition, par exemple. Trouver avec la famille le moyen de leur faire comprendre finalement quelles sont ces difficultés, bien dissocier le comportement de l'enfant de qui est l'enfant. L'enfant ne fait pas exprès, en fait. Et puis, essayer aussi d'impulser des choses au niveau de l'accompagnement au quotidien. On sait en plus que les patients qui sont soutenus dans leur famille vont avoir des meilleurs pronostics et une meilleure évolution au niveau développemental. Ce que je vais mettre en place dans ma pratique, c'est vraiment dans la direction de l'autonomie, et les moyens qui permettent de faire ça, c'est de beaucoup œuvrer par du renforcement positif aussi sur les actions pour les soutenir dans les efforts qu'ils fournissent. Et pour moi, c'est bien différent des jeux carottes, par exemple, qu'on mettrait en fin de séance. C'est vraiment quelque chose que l'on va avoir un petit peu de façon transversale tout au long de notre prise en charge avec le patient, de lui montrer qu'en fait, c'était exactement ce qu'il vient de faire qui était très très bien, et c'est ça que l'on veut renforcer pour qu'il le développe de plus en plus. Et finalement, parfois, il faut se détacher aussi de la performance. Il faut juste voir finalement l'intention ou l'effort qui a été fourni. Il y a quand même un gros travail d'information sur la métacognition finalement. Oui, la métacognition, c'est une piste de travail qui est vraiment très intéressante. Après, ça demande des bonnes capacités d'abstraction pour arriver à extraire ce qu'on fait sur une approche métacognitive, à vraiment automatiser ça dans des tâches, par exemple, plus scolaires, sur des enfants qui sont d'âge scolaire. Mais c'est par la répétition de tâches qui vont impliquer le même processus, où nous, on va aussi expliciter, et puis on va exposer le patient à une difficulté un peu croissante en réutilisant ces outils-là, que finalement, il y a une sorte d'imprégnation qui se fait. J'ai un exemple sur la recherche d'informations pertinentes, par exemple, dans un texte. C'est quelque chose qui est vraiment souvent observé comme étant difficile. Ils ont du mal à extraire l'information dont on va avoir besoin pour comprendre les importants du texte. Et on peut, par exemple, leur donner une trame qui, quoi, où, quand, comment, avec des éléments du texte qui doivent donner des informations pour répondre à ces questions. Et ça va les aider à filtrer les informations qui sont non pertinentes. Et donc, on va répéter ça avec des mini-textes, et puis au fur et à mesure, des petits paragraphes, et puis des textes un peu plus grands, puis différents genres littéraires aussi, pour pouvoir leur permettre de réutiliser ça après dans la sphère scolaire. Et j'imagine que tu travailles vraiment en étant proche des familles, des parents, pour faire transférer un petit peu ces connaissances-là dans le quotidien. Oui, bien sûr, le travail avec les familles, il est important déjà pour la plainte aussi, arriver à extraire avec eux ce qui est important. Parfois, c'est des choses très comportementales aussi, hein, de vraiment la mise au travail, la gestion des devoirs, penser à avoir noté les devoirs. Donc, il peut y avoir aussi un accompagnement sur quelles sont les stratégies qui vont te permettre de vérifier que tu as bien pris tes devoirs, ou de penser que tu as bien pris les consignes qu'il fallait ou les cahiers pour faire tel ou tel exercice. Et donc parfois, ça demande aussi d'avoir une bonne disponibilité pour collaborer avec les familles là où elles en sont dans leurs problématiques. J'imagine que cette construction, elle va se faire aussi au-delà de la famille. Qui est-ce que tu vas contacter en priorité pour aider l'enfant au-delà de ton cabinet d'orthophonie? La priorité, c'est les enseignants, parce qu'ils manquent de connaissances, ils peuvent attribuer les difficultés ou le comportement inadapté à un manque d'éducation, par exemple. Et ça, c'est vraiment délétère au développement du jeune. Donc les enseignants, c'est vraiment avec eux que je vais prioriser l'information. Après, quand il y a d'autres professionnels qui sont consultés par l'enfant, la famille, ça peut être l'orthoptiste, ça peut être la psychomote. Bon, ils sont généralement davantage formés, mais voilà, c'est quelque chose, en tout cas, où il doit y avoir de l'échange pour arriver à être le plus cohérent possible autour de l'enfant. Maud, est-ce que tu peux nous donner maintenant des petits conseils, des tips pour les orthophonistes qui ont peut-être un peu peur, qui n'osent pas se lancer sur ce type de prise en soin? Alors, des petits conseils, en fait, un conseil tout simple, c'est de vraiment réfléchir avec du bon sens
et ne pas plaquer des objectifs thérapeutiques langagiers sans considérer ces profils attentionnels et vraiment intégrer ça dans le soin que l'on va promulguer aux patients. Ça veut dire adapter les tâches, adapter la complexité, adapter l'autonomie, adapter la supervision que l'on a, et tout ça en direction d'une autogestion pour que le patient soit le plus rapidement possible autonome, qu'on se retire progressivement, nous, de cette supervision. Pour moi, le TDAH, il y a une telle comorbidité avec le trouble spécifique des apprentissages qu'on en a énormément. Et donc, on est confronté avec plus ou moins d'intensité à des patients qui sont en difficulté sur ce versant-là. Et donc, ce n'est pas à considérer de façon indépendante du trouble des apprentissages. C'est quelque chose de transversal qui s'exprime plus ou moins selon les périodes, les exigences, les tâches demandées. Et donc, voilà, le conseil, c'est vraiment de prendre cette symptomatologie comme un élément à part entière dans le profil du patient et de réfléchir à ce qui est bon pour lui. Alors, pour ce type de prise en soin, Maud, est-ce que tu peux nous dire il y a des connaissances spécifiques à avoir? Est-ce avant de se lancer, il faut qu'on ait un certain bagage, ou est-ce que finalement on peut se lancer en confiance? Je pense que, comme dans chaque domaine, on a plus d'aisance dans une pathologie quand on y est formé. Maintenant, comme ce trouble est transversal et vu la comorbidité, on peut parfois se retrouver à devoir faire avec, et on peut se retrouver aussi un peu mis à mal au niveau relationnel avec ses patients. Et je pense que d'ailleurs, les TDAH, les enfants qui ont un TDAH vont venir vraiment nous titiller sur des choses un peu inconfortables pour nous. Et on a vraiment besoin déjà d'ouvrir ce que j'appelle nos compétences relationnelles. Ça me semble important et en tout cas de rester ouvert là-dessus. Après, de façon plus spécifique, je pense que les formations sur ce qu'on appelle les approches fonctionnelles du comportement, elles ont montré leur efficacité et ça me semble assez facile à intégrer et ça peut aider dans de multiples prises en charge. C'est surtout connu dans le domaine du TSA. Mais je pense que c'est vraiment pertinent. Et puis, il y a des formations qui peuvent vraiment donner une philosophie d'accompagnement, comme les programmes d'habileté parentale de type Barclay, qui ne sont pas forcément utilisables de façon rigoureuse en clinique, mais par contre, la philosophie que ça donne et l'accompagnement global que l'on peut donner aux familles est vraiment, vraiment très chouette, très, très intéressante, très bienveillante et en même temps très structurée. Maud, est-ce que tu peux nous donner des petites astuces, des ressources ou des sites qui peuvent nous permettre, nous les orthophonistes, de démarrer en toute sérénité? Il y a une ressource, un site internet québécois qui est très chouette, qui s'appelle Clinique Focus, dans lequel on peut télécharger des questionnaires, notamment sur les impacts, et qui fait vraiment un recensement des difficultés attentionnelles qui peut vraiment nous enrichir notre questionnement au niveau de l'anamnèse ou quand on veut rechercher un peu plus des choses sur cet aspect attentionnel. Il y a 2 MOOC, moi, qui m'ont beaucoup nourri. Il y a un MOOC qui est fait par Foucade, un MOOC québécois et qui est sur le TDAH. Et puis un MOOC qui est proposé par Ramus sur la psychologie pour les enseignants, qui aborde aussi des choses très pertinentes par rapport à l'apprentissage de façon globale, mais spécifiquement aussi sur cette approche fonctionnelle du comportement, avec ces notions d'antécédents, comportement, conséquences. Il y a un site que j'aime bien aussi qui est québécois, qui s'appelle Ta à l'école, qui est très intéressant sur les notions de régulation et d'autorégulation. Ils sont quand même forts au Québec, ils sont vraiment en avance sur nous quand même, non? Bah oui, c'est clair, c'est clair. Et puis dans le TDAH particulièrement. Et une dernière petite question. J'aimerais savoir ce qui te plaît dans ce type de prise en soin. C'est quoi ton petit bonheur dans ce type de soins? Le petit bonheur, c'est, je crois, le challenge devant la complexité du profil. Et finalement, d'arriver à assouplir certains modes de fonctionnement, d'outiller aussi bien les parents que les enfants, et puis révéler ou découvrir le positif de ces petits humains sensibles derrière des comportements qui sont parfois très complexes et qui peuvent être vraiment difficiles à gérer en séance. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup dans ma pratique au quotidien. Ouais. Donc plus c'est complexe et plus tu aimes.
Oui, il y a un peu de ça, ouais. Bah écoute, Maud, merci pour ton interview. On a appris plein de trucs. Je suis sûre qu'on va tous et toutes se lancer dans les soins pour les TDAH avec plaisir et sans peur. Et rendez-vous le 12 juin pour la journée mondiale du TDAH. Merci Maud. Merci Elodie, merci pour l'invitation et à bientôt.